Σας ευχαριστούμε. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνέδροι, είναι τιμή μας και χαρά το γεγονός ότι παρευρισκόμαστε σήμερα η Maryse Blais-Lemarchand και εγώ στο σεμινάριο τεχνολογίας που διοργανώνεται από την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Θα θέλαμε πριν ξεκινήσουμε την ανακοίνωσή μας να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές του σεμινάριου, ο Αλεξάνδρ Φαρνού, η Amélie Perrier και όλο το προσωπικό της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής που ενεπλακεί στην αψογή οργάνωση του σεμινάριου. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ορισμένα αποτελέσματα από τα προγράμματα Aureus και Kinon, στα οποία η μοριακή ανάλυση των νομισματών με τις μεθόδους ELA, ICP-MS και FNAA συνέβαλε στην γνώση μας όσον αφορά στην αρχαία ελληνική ιστορία. Τώρα θα μιλάμε στα γαλλικά, δυστυχώς, αλλά θα έχουμε ένα PowerPoint στα γαλλικά, στα αγγλικά. Λοιπόν, moi je fais partie donc d'une équipe de recherche universitaire en France qui s'appelle le CETIS, qui est une équipe constituée d'archéologues, d'historiens de l'art, d'historiens et d'hellénistes qui travaillent, comme dans beaucoup de ces équipes propres à des universités, sur beaucoup d'espaces d'études et de problématiques également. Les thèmes forts pour nous, c'est le périurbain en archéologie. Nous avons beaucoup travaillé sur Athénée de Naucratis et nous travaillons beaucoup sur la monnaie, et singulièrement sur la monnaie grecque. Nous collaborons principalement avec l'IRAMAT SEB à Orléans, qui est une équipe très proche de nous, puisqu'il y a à peu près 100 km entre nos deux villes qui sont sur la Loire. Et nous avons des conventions avec un bon nombre d'universités, aussi avec l'École française d'Athènes et l'École française de Rome. Alors, la collaboration avec l'IRAMAT SEB, vous voyez qu'elle est très diverse. Elle se fait à la fois pour ce qui concerne la formation des doctorants, par des séminaires qui associent également des économistes, des projets qui sont financés par la Maison des sciences de l'homme, Val-de-Loire, à laquelle appartient qui est financée par nos deux universités. Et actuellement, nous travaillons sur 3 projets de recherche ensemble, 2 projets qui sont financés par la région Centre, qui elle aussi donne pas mal d'argent, un projet qui est piloté par Arnaud Suspène, qui s'appelle Aureus, dont on vous dira quelques mots tout à l'heure. Un projet qui est piloté par Sylvia Nieto-Pelletier, qui dirige l'IRAMAT SEB, qui s'appelle Atmos et qui porte sur la monnaie de bronze gauloise. Et puis le projet Koinon, dont on va vous parler aussi assez longuement tout à l'heure, donc que je copilote. Et on a ici 2 participantes autres au projet, donc Maryse bien sûr, et Amélie Perrier, qui fait partie des participants au projet. Il manque aujourd'hui ce soir du côté de l'équipe proprement, active du côté français, Lénie Papa-Eftimiou, donc que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui est la postdoctorante du projet. Elle est chargée notamment d'établir la base de données. Et puis donc il y a d'autres projets à venir, et notamment un projet sur les monnayages des diadoques et des antigonides qui vient d'être accepté par la MSH et qui est piloté par Pierre-Olivier Auchard. Je cède la parole à Maryse. Alors, quelques mots sur le laboratoire où je travaille, l'Institut de recherche sur les archéomatériaux Centre-Ernest Bablon. C'est un laboratoire qui a été fondé en 1980 par Jean-Noël Barenton, qui était physicien nucléaire de formation. Et dès le départ, 2 missions ont été assignées. D'une part, développer des méthodes non destructives pour caractériser les archéomatériaux, mais surtout appliquer ces méthodes dans le champ de connaissances de l'histoire et de l'archéologie.
Une autre spécificité du laboratoire, c'est la constitution de l'équipe, puisqu'elle comprend à la fois des historiens, des archéologues, des physiciens et des chimistes. En 1999, le laboratoire d'Orléans s'est allié à d'autres centres qui pratiquaient l'archéométrie, et situés à Belfort, Bordeaux et Saclay. Et finalement, il s'avère qu'en termes d'activité, de recherche, d'effectifs et de moyens, l'IRAMAT est la plus importante unité dédiée très majoritairement à l'archéométrie en France. Alors nous travaillons à la fois à l'échelle nationale, mais aussi internationale, sur des programmes spécifiques, et cela pour l'ensemble de la communauté des historiens et des archéologues. Une grande part, donc cette slide vous montre les différents archéomatériaux que nous étudions au laboratoire d'Orléans. Alors bien sûr des monnaies, ça sera le sujet de la communication d'aujourd'hui, mais aussi d'autres objets métalliques tels que des bijoux, mais aussi des minerais métalliques. Sont étudiés des verres, qu'ils soient synthétiques ou bien des verres naturels comme l'obsidienne, voir ces outils en bas de l'image. Et une collègue est spécialisée dans les études des pigments et des colorants. Alors, un partenaire important du laboratoire, c'est le département des monnaies, médailles et antiques de la Bibliothèque nationale de France à Paris, puisque beaucoup de ces collaborateurs sont impliqués dans les programmes de recherche que nous menons entre nos deux laboratoires, et parce que c'est aussi de cette institution que proviennent l'essentiel des monnaies que nous analysons au laboratoire. Alors, on a souhaité remettre dans le temps long l'analyse des métaux, puisque ça se pratiquait depuis très longtemps en fait. Évidemment, les enjeux étaient bien différents dans l'Antiquité de ceux qu'ils sont actuellement, parce que au départ, les contrôles de qualité, les analyses avaient surtout pour objet de contrôler la qualité, notamment la qualité des métaux monnayés, dans la mesure où la valeur de la monnaie est surtout fonction de son contenu métallique. Alors ici, comment on sait par les textes et par les objets archéologiques que pour les monnaies d'or, on procédait avec une pierre de touche, qui est cette pierre noire lisse sur laquelle on frottait une monnaie, et on comparait la couleur du dépôt à celui qui était laissé avec des toucheaux, des petits objets dont la composition était connue. Alors, les textes nous renseignent que la pierre de touche était en usage dès le VIe siècle, mais il est fort probable qu'elle était déjà employée bien avant. Alors, une autre méthode, c'est celle du poids spécifique, de la mesure de la densité, et ça, on le connaît grâce au célèbre texte de Pline qui nous raconte que Hieron de Syracuse, qui s'interrogeait sur le contenu en métal précieux d'une couronne, a fait appel à Archimède. Au XVIIIe siècle, avec le développement de la chimie moderne, évidemment, les approches ont évolué pour d'autres objectifs, et une des premières recherches scientifiques sur des monnaies pourrait être cette analyse menée sur des potins. Ce sont des monnaies gauloises coulées en alliage cuivreux, et ces analyses ont été réalisées à la demande du comte de Caylus. Alors ces méthodes, les méthodes utilisées, c'était des méthodes chimiques qui nécessitaient de dissoudre la monnaie. Et donc c'était destructif. Alors bien sûr, maintenant, il n'est plus question d'utiliser de telles méthodes qui endommagent les monnaies. Et de façon idéale, les méthodes qu'on applique en archéométrie sont non destructives et fournissent la composition élémentaire du plus grand nombre d'éléments possibles, et cela avec une forte cadence d'analyse. En effet, pour asseoir nos résultats d'analyse, il est important d'avoir un corpus analytique solide. Néanmoins, donc ça c'est ce qu'on aimerait atteindre, mais il faut bien savoir que les méthodes ne sont pas une panacée, et il faut bien souvent faire des compromis. Alors les solutions qui ont été développées au laboratoire d'Orléans pour les monnaies
sont nombreuses et certaines sont toujours... et voici celles qu'on applique actuellement. Alors il y a d'une part, et que je souhaite tout particulièrement vous présenter ce soir, alors il y a l'activation au neutron rapide de cyclotrons. C'est une méthode qui a été développée pour les alliages cuivreux, et la méthode LACP-MES qui est appliquée pour les monnaies d'or et les monnaies d'argent. Alors il me faut faire une petite digression sur ces matériaux particuliers que sont les monnaies, et notamment celles en alliage cuivreux. Alors ici, là, voici une image, une observation d'un flanc monétaire antique frappé à Massalia, donc Marseille. Et ce flanc, qui était déjà abîmé, a été très légèrement poli sur une tranche. Et on voit bien, ce qui est habituel tout à fait pour les alliages anciens, le cœur de la monnaie qui est brillant, donc métallique, et qui est recouvert d'une épaisse couche de corrosion, la patine, comme la nomment les numismates. Les images à côté montrent de façon bien visible ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire que cette couche de corrosion n'a pas la même composition que le métal sain à l'intérieur. Donc, si on pratique sur ce type de monnaie une analyse dite de surface, on obtiendra un résultat qui ne correspondra pas à celui que l'on recherche, c'est-à-dire la composition du métal sain à l'intérieur. Alors pour pallier ce problème inhérent aux alliages cuivreux, a été développée dans les années 80 une méthode, l'activation au neutron rapide de cyclotrons, donc pour qu'on applique aux monnaies à base cuivre. Alors cette méthode est une méthode qui se déroule en 2 étapes. La première étape consiste à irradier l'entièreté de la monnaie par un flux de neutrons rapides, et ça c'est fait au cyclotron d'Orléans, de façon à générer des radionucléides dans l'épaisseur de la monnaie. Donc ça dure quelques minutes par monnaie. Et la deuxième phase consiste à mesurer les émissions gamma qui sont émises par cette monnaie qu'on a rendue radioactive. Et ça se déroule dans nos locaux. Alors donc voici les caractéristiques de cette méthode d'activation. Alors elle est certes strictement non destructive, pas besoin de faire un prélèvement sur la monnaie. On ne voit pas qu'une analyse a été réalisée, la monnaie est identique, si ce n'est qu'on a créé un petit peu de radioactivité dans la monnaie qui va s'estomper avec le temps et nous permettre bien sûr de rendre la monnaie après analyse au cabinet des médailles. Alors, un avantage important de cette méthode d'analyse, c'est qu'on obtient la composition globale, moyenne de l'objet. Donc c'est une façon de s'affranchir des problèmes de corrosion. On détermine les teneurs de 11 éléments parmi les plus importants des monnaies à base cuivre et base argent, c'est-à-dire l'argent, le cuivre, l'arsenic, l'or, le cobalt, le fer, le nickel, le plomb, l'antimoine, l'étain et le zinc. Et c'est une méthode sensible, car elle est capable avec cette méthode, on est capable de déterminer les teneurs d'éléments qui sont présents en très faible quantité. Alors l'unité utilisée, c'est la ppm, ou partie par million, qui vaut 1/10 millième de %. Et les limites de détection, voilà, donc limit of detection, sont basses pour cette méthode. Alors malheureusement, il y a quelques inconvénients à utiliser cette méthode. D'abord, ça oblige à manipuler de la radioactivité, donc c'est contraignant d'un point de vue législatif. Et une incidence, c'est qu'on ne peut analyser avec cette méthode que des monnaies qui sont conservées dans des collections publiques françaises. Bon, et c'est quand même relativement long et fastidieux, et ce n'est pas adapté pour des objets composites. Par exemple, une monnaie qui serait montée en bijoux, on aurait la composition moyenne de la monture et de la monnaie. Alors, il y a eu beaucoup d'études menées sur ces dernières années, donc depuis que cette méthode a été développée au laboratoire, sur des monnaies donc, de bronze grec. Et donc voici ce tableau qui récapitule brièvement l'ensemble de ces études. Alors, les monnaies concernées proviennent de Gaule, de Sicile, de Grèce du Nord, du Péloponnèse,
d'Asie mineure et d'Égypte. Alors, il n'est pas le lieu ici de vous faire une présentation de chacune de ces études, et je vous propose plutôt de dresser les grandes tendances qu'on a pu établir sur la composition de ces monnaies de bronze grecques à partir d'une synthèse qui avait été écrite pour un atelier qui s'appelait « Aux origines de la monnaie fiduciaire » et qui a été donc publié par Catherine et Madame Aliki Moustaka. Alors, ce que nous avons pu voir, c'est que certes, on parle de monnaie de bronze. Bon, bien souvent, certes, elles sont en bronze, en alliage, donc cuivre éteint. Mais on emploie cette dénomination, alors que parfois, pour certaines rares monnaies, eh bien, les monnaies sont en cuivre ou bien même en laiton, c'est-à-dire en alliage cuivre-zinc. Bon, mis à part cette petite précision, ce qui était important, c'est de montrer que les monnaies les plus anciennes dans chaque série sont à peu près toujours fabriquées avec un alliage avec 10% d'étain, qui est l'alliage classique utilisé par exemple pour la grande statuaire. Et c'est un alliage de qualité dans lequel il n'y a pas de plomb. Et donc les monnaies, à la sortie de l'atelier, avaient une belle couleur dorée. Et on s'aperçoit que bien souvent, les teneurs en étain de cette première série sont les teneurs les plus élevées du monnayage. Et on s'aperçoit qu'au fil du temps, la teneur en plomb va augmenter. Alors c'est plus ou moins contrôlé, mais cet ajout de plomb devient prépondérant, surtout au IIe siècle, jusqu'à ce que l'alliage monétaire renferme de l'ordre de 30-35% de plomb, ce qui est important. Et ces études nous ont aussi montré que les teneurs, à la fois en éléments majoritaires de l'alliage, étain et plomb, ou en éléments mineurs et traces, et qui sont introduits comme impuretés des éléments majoritaires, fournissaient des indices fiables pour établir des chronologies relatives des émissions. Alors nous avons réfléchi aussi sur le rôle du plomb, pourquoi ajouter autant de plomb. Alors, c'est bien au-delà, lorsque la teneur est au moins de 3%, qu'on peut parler d'ajout volontaire. Alors les avantages du plomb, ils sont clairs, hein, c'est évidemment, ce qui vient d'abord à l'esprit, c'est le coût, parce que le plomb était beaucoup plus répandu que l'étain étant un métal importé. Et autre avantage du plomb, c'est qu'il abaisse le point de fusion de l'alliage, et donc ça permettait de réduire la consommation du charbon de bois, qui était donc un combustible et donc coûteux. Et aussi, le plomb a l'avantage d'améliorer la fusibilité de l'alliage. Passons maintenant aux méthodes généralement utilisées pour les monnaies d'or. Alors ce graphique vous présente ces différentes méthodes, ici en noir, en fonction, avec uniquement les acronymes sont présentés, en fonction de l'épaisseur à analyser et des éléments dont on peut déterminer les teneurs. Alors la méthode la plus couramment utilisée en archéométrie, c'est la méthode XRF de fluorescence X, que bon nombre d'entre vous connaissent, qui est pratique d'emploi et aussi pas très onéreuse. Une des limitations, c'est qu'elle n'analyse que la surface des objets en or, et seuls les éléments or et argent et cuivre sont dosés. C'est intéressant, mais c'est aussi utile d'aller au-delà et d'essayer de doser les éléments présents en très faible quantité, ces éléments traces. C'est pour ça qu'au laboratoire, on a développé une autre méthode, la méthode LAICPMS, qui en plus a l'avantage d'aller plus profondément dans la matière. Merci. Alors les premiers tests sur cette méthode LAICPMS, bon, je dois préciser que donc, ça se décline Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, qui peut être traduit en français par spectrométrie de masse couplée à un plasma inductif avec prélèvement au moyen de l'ablation laser. Alors donc, je disais, ces premiers tests ont été réalisés en France par mon laboratoire, en collaboration avec un laboratoire spécialisé dans ces méthodes de spectrométrie de masse, et ça remonte donc à la fin des années 90. Et dans les années 2000, cette méthode a été développée pour les monnaies en or et en argent. Alors voici le principe.
à l'aide de ce schéma. Donc la première étape consiste à placer les monnaies analysées dans une cellule d'ablation. On focalise un laser à la surface de la monnaie, et cela de façon à provoquer un micro-échantillon. Donc on va faire un petit trou dans la monnaie. L'aérosol de matière qui est généré est envoyé dans une torche à plasma, où cet aérosol de matière va être dissocié et ionisé. Et ensuite, les ions formés sont séparés par un système. Là, dans l'équipement que nous avons au laboratoire, c'est composé d'un secteur magnétique et d'un analyseur électrostatique. Et enfin, les ions obtenus, donc qui reflètent la composition de la monnaie, sont comptés. Alors, cette méthode a différentes caractéristiques. On crée certes un petit dommage dans la monnaie, mais celui-ci est invisible à l'œil nu. Vous voyez ici des images MEB, l'une relative à un petit clou en or qui date de l'âge du bronze et qui fait 1 mm de long. Et là, voici donc les traces d'ablation laser. Le cratère ici fait moins de 1 dixième de millimètre de diamètre, donc on ne le voit pas à l'œil nu. Là, voilà un petit trou sur une pièce d'orfèvrerie et grossi. Ah, pardon, je suis allée trop vite. Je t'en prie. Et donc, cette méthode permet de déterminer les teneurs d'un grand nombre d'éléments, à la fois les éléments majoritaires de l'alliage, donc or, argent, cuivre, mais aussi ceux de toutes les impuretés que peuvent apporter ces différents métaux. On peut atteindre, c'est une méthode sensible, donc là aussi on atteint la partie par million, cette unité qui sert à donc décrire des très faibles teneurs. On peut aussi étudier des variations de composition entre la surface des objets et l'intérieur. Autre point important, c'est une méthode rapide parce qu'on analyse de l'ordre d'une vingtaine de monnaies par séance d'analyse, par journée. Et c'est aussi adapté pour étudier des matériaux, des objets composites tels que des pièces d'orfèvrerie. On peut donc analyser une partie de l'objet. La soudure, c'est le cas ici, le cratère a été réalisé sur la soudure entre deux éléments, sur ce bracelet de l'âge du fer. Merci. Alors voici un petit point sur cette caractéristique de la méthode LAICPMS qui permet donc d'étudier les variations de composition de la surface vers l'intérieur. Alors là, vous avez ici une monnaie qui a été frappée en B aussi, qui est dorée à l'œil, mais quand on l'observe plus attentivement, notamment au moyen d'une loupe binoculaire, on s'aperçoit que les surfaces en relief, qui sont très légèrement usées, apparaissent beaucoup plus blanchâtres. Alors ça s'explique très bien avec l'analyse par LAICPMS. Ce graphique représente l'évolution des teneurs en or, courbe noire, en argent, courbe bleue, ou en cuivre, courbe rouge, en fonction du temps d'analyse. Au départ, le résultat d'analyse reflète la composition de la surface. On s'aperçoit qu'en surface, la monnaie contient de l'ordre de 90% d'or. Le reste, 10%, c'est majoritairement de l'argent. Au fil de l'analyse, la composition change dramatiquement puisque on a celle d'un alliage. L'or n'est plus qu'à 60% et le reste, voilà, un peu moins de 40% d'argent et des pouyennes de cuivre. Alors comment on explique ça ? Dans l'atelier monétaire, donc c'est le résultat d'une opération volontaire destinée à cacher la faible teneur en or de la monnaie. Alors, pour vous illustrer ce qui peut être tiré des analyses produites par LAICPMS, nous souhaitons revenir sur une des études qu'on a menées dans le cadre de ce projet Aureus, qui était un projet, donc, comme l'a rappelé Catherine, dirigé par notre collègue Arnaud Suspend de l'Université d'Orléans. Et ce projet était consacré à la naissance du monnayage d'or romain. Et il a permis l'analyse près d'1 millier de monnaies antiques datées entre la période hellénistique et le 1er siècle de notre ère, et sur des monnaies émises dans la partie occidentale du bassin méditerranéen.
Et donc je vais laisser... non, j'ai encore d'autres petites choses à dire. Je crois que c'est moi après. J'ai une petite pour vous dire un petit peu dans quel esprit les résultats d'analyse ont été... les nombreux résultats d'analyse de ce projet Aureus ont été interprétés. Donc d'une part, pour comprendre quels étaient les alliages utilisés pour fabriquer les monnaies. Mais une grande part des études consiste à étudier, à mettre en évidence les transferts d'or entre, par exemple, le monde grec et le monde romain. Et cela est réalisé au moyen des teneurs en platine et palladium, qui sont deux éléments traces de l'or ancien, qui sont des impuretés naturellement contenues dans l'or, et qui sont conservées lorsqu'on fond l'or ou lorsqu'on l'affine. Et donc je cède la parole à Catherine qui va vous en dire plus sur un projet. C'est un tout petit élément du programme Aureus. On a eu l'occasion notamment de travailler sur les monnaies au nom de Pyrrhos, donc avec une équipe de 3 personnes, donc Maryse, Jean-Christophe Couven, donc spécialiste de la guerre dans le monde grec, et puis moi-même. Alors, la geste de Pyrrhos, tout le monde la connaît, l'appel des Tarentins en 281, l'arrivée de Pyrrhos qui quitte l'Épire, qui arrive à Tarente, qui réussit à vaincre à 2 reprises en 280 et 279 les Romains, l'appel ensuite des Siciliens qui lui demandent de venir avec son armée lutter contre les Carthaginois. Et puis, donc, les 2 années passées en Sicile, où il est salué du titre de roi, d'Hégémone et Basileus. Et puis ensuite, le retour en Italie du Sud, lié aux protestations des Siciliens contre la pression fiscale et l'aspect un peu tyrannique du pouvoir de Pyrrhos, la défaite de Bénévent et le retour ensuite en Grèce, la déposition de Gonatas en 274, les 2 ans de lutte contre Gonatas et finalement la mort à Argos avec la tuile fatale dont parle Plutarque. Alors, les monnaies dont nous nous sommes principalement occupés, ce sont ces monnaies qui sont extrêmement fameuses, ces stataires et hémistataires en or de Poatique, qui sont, là vous avez 2 exemplaires de la collection de Luynes, donc conservés à Paris, donc au type d'Athéna pour les stataires et d'Artémis avec le carquois à l'épaule pour les hémistataires, avec une Nike au revers, et donc la légende Basileos Pyrrhou également au revers. Alors c'est un monnayage de petite ampleur qui a été étudié par Francine Lecomte à Louvain dans le cadre d'un mémoire de maîtrise. Il y a au total pour ce monnayage 59 exemplaires connus, frappés avec 11 coins de droit et 16 coins de revers. C'est un monnayage qui traditionnellement est attribué à Syracuse pour diverses raisons. C'est vrai que la typologie, notamment des stataires, évoque le monnayage d'Alexandre, mais pas seulement. Elle évoque aussi cette typologie, le monnayage d'Agathoclès, de Syracuse, et puis les types de Niké et d'Artémis sont fréquentes dans le monnayage syracusain. Donc la typologie d'un côté, la circulation de l'autre, puisqu'on n'a guère retrouvé des monnaies de ce type que dans 2 trésors de Sicile. Et puis, 3e élément, donc celui par lequel j'ai commencé, c'est-à-dire qu'on sait que Pyrrhos a été salué du titre de roi. On a un passage de Pyrrhos, de Polybe, et un passage de Justin qui l'atteste. Donc ça fait toute une série d'éléments qui se combinent pour favoriser cette attribution à Syracuse, d'autant que les monnayages en or sont plus fréquents, ou en or mélangé en électrum sont plus fréquents en Sicile qu'en Grèce continentale.
Alors, le problème qui demeurait avant les analyses, c'était de connaître l'origine du métal qui avait été employé pour ces monnaies, puis également d'affermir ou de discuter cette attribution à l'atelier de Syracuse. Alors, en effet, il y a ce texte de Justin qui dit que Pyrrhos, au moment de préparer son expédition pour l'Italie, pour la Grande Grèce, a demandé de l'aide à Gonatas, et il a demandé de l'aide également à un Ptolémée. Alors on ne sait pas si c'est Kéronos ou si c'est Ptolémée II. Dans ce cas-là, évidemment, ce n'est pas la même sphère géographique, mais disons qu'il y a la possibilité qu'une aide lui ait été apportée, et donc il y avait la possibilité que l'or utilisé pour ce monnayage soit un or oriental, voire un or de Grèce du Nord. Voilà. Alors pour étudier ces différentes hypothèses, nous avons procédé à des analyses élémentaires sur les 5 exemplaires de monnaie d'or de Pyrrhus qui sont disponibles au cabinet des médailles. Ils sont représentés sur ce graphique au moyen des points rouges. Alors ce graphique présente les teneurs en palladium en fonction des teneurs en platine. Donc ces deux éléments traces qui nous servent à tracer l'or utilisé. Ont été reportés aussi sur ce graphique des analyses de monnaies frappées en Grèce. Donc ce sont l'ensemble de ces points gris. Et on voit que, d'une façon générale, ce n'est pas le même or qui a servi à frapper ces monnaies grecques de celle de l'or utilisé par Pyrrhus. Alors, autre hypothèse, celui donc d'un approvisionnement fourni par les rois Lagide ou Séleucide. Donc nous avons comparé les 5 résultats à ceux obtenus lors de précédents projets sur des monnaies d'or ptolémaïques et séleucides. Et là encore, hormis peut-être pour une monnaie, il n'y a pas convergence entre les deux ors. Et la meilleure convergence de composition est obtenue pour les monnaies syracusaines, qui sont représentées ici, à partir de Nil ancien jusqu'à Icétas. Et on voit bien que les points rouges se superposent aux monnaies frappées à partir d'Agathocle. Donc, avec les résultats élémentaires, ce ne sont certes que 5 éléments, que 5 monnaies d'analyser. Nous avons une confirmation des hypothèses échafaudées au moyen des sources historiques. Alors maintenant, on va parler de la NRDFG Koinon, donc qui est un projet franco-allemand, où tout se passe en anglais. Donc je vous lis, vous lisez l'intitulé Common Currencies and Shared Identities. Voilà, et c'est donc un projet qui est centré sur la Grèce occidentale, la Grèce de l'Ouest et la Grèce centrale, et puis le Péloponnèse, entre l'époque classique et puis vraiment la conquête romaine, même la fin des guerres civiles. Alors l'équipe, donc vous connaissez déjà 4 membres de cette équipe. Du côté allemand, donc on a l'université de Francfort et particulièrement Fleur Kemmers, donc qui est professeur de numismatique à Francfort. Et puis Sabine Klein qui fait les analyses du côté allemand. Il y a donc aux côtés d'Amélie Angela Granter qui travaille, professeure à l'université de Ratisbonne, et puis des personnels qui ont été recrutés, dont Eleni Papaeftimiou, et puis en Allemagne, donc David et Evelyne. Et puis les supports du projet, ce sont donc Julien Olivier et Frédéric Duras, donc de la BNF, et puis en histoire, Kostas Borazélis, donc d'Athènes, que vous connaissez bien, et également Denis Knöpfler. Alors, le mot koinon en grec est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire notamment commun. Ça s'emploie dans des tas de contextes. Mais dans le vocabulaire institutionnel, ça peut désigner, aux côtés d'autres mots d'ailleurs, un certain type ou plusieurs types de regroupements de cités, d'ethnies, voire même de cités et d'ethnies. Et on connaît tous, évidemment,
toute une série de koinas depuis l'époque classique, Béotie, Achaïe, Étolie et Thessalie. Hein, ce sont des systèmes d'organisation politique extrêmement courants. Alors, cette notion de koinon pose toute une série de problèmes aux historiens, notamment concernant la nature. Ces koinas sont-ils des proto-États fédéraux? Sont-ils comparables aux États fédéraux modernes? En ont-ils les caractères? Ça, c'est un premier débat qui n'est pas clos. Deuxième type de question, quelle était au sein de ces koinas grecs la part en fait de compétences au niveau central et au niveau local des cités, quelle était la part de liberté laissée aux cités au sein de ces koinas, et puis, autre élément, comment s'est constituée l'identité commune au sein de ces koinas. Ça, c'est un autre type de questionnement qui est extrêmement important. Voilà. Alors, les monnaies, en fait, tous ces débats historiographiques se passent généralement sans la moindre référence aux monnaies. Or, les monnaies, ce sont, comme les inscriptions, une émanation en fait, des cités, des États. Donc c'est un média officiel qui est essentiel dans le lien social, que ce soit en ce qui concerne les transactions verticales, notamment sur le plan fiscal, ou les transactions horizontales entre les particuliers. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait signifiant quand on veut travailler sur l'économie, quand on veut travailler également sur de l'histoire culturelle, sur des identités. Alors, il y a eu un certain nombre d'études sur des monnayages de koinas ou sur des monnayages de cités constituant ces koinas, mais il n'y a pas eu véritablement encore de relation établie entre ces études numismatiques et puis ces grandes questions historiques. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire, ce qu'on essaye de faire depuis 2 ans dans le projet Koinon, pour donc 2 koinas du Péloponnèse, enfin principalement du Péloponnèse, le koinon arcadien, le koinon achéen, et puis l'ennemi, le koinon étolien en Grèce de l'Ouest, et puis on sait bien que le koinon étolien s'est beaucoup étendu vers l'Est, jusqu'à couper les communications entre le bloc antigonide et puis les zones plus au sud. Alors on a en fait gardé de ce questionnement historique 2 lignes problématiques qui nous paraissaient intéressantes et sur lesquelles on pensait pouvoir apporter quelque chose par les monnaies. Donc c'est principalement la répartition des compétences, alors là en matière de monnayage, entre le niveau central et les cités ou les ethnées, pour l'Étolie, puisqu'il y a plusieurs ethnées, et puis d'autre part la question de l'identité culturelle, de l'identité commune au sein de ces États, comment elle a été créée, comment elle a été communiquée également par la monnaie. Alors les approches en fait de ces monnayages, de ces 3 koinas, se font selon 3 biais. D'abord une étude strictement numismatique du matériel via la métrologie, les études de type, les études de fabrication également. Ensuite l'étude de la circulation, alors à la fois les trésors, les monnaies de fouille, les monnaies isolées, et puis et c'est pour ça qu'on en parle ici, des analyses donc de 400 monnaies, 300 monnaies des collections de la BNF et 100 monnaies des collections donc à la fois d'universités allemandes, des collections de Copenhague aussi, avec 2 méthodes différentes qui sont complémentaires à Francfort et à Orléans. Alors, quelques mots donc du monnayage du koinon achéen, enfin qu'on peut attribuer au koinon achéen. On a 2 phases, comme l'a très bien montré Heinrich Chantraine. Alors j'y ajouterai aussi les tétradrachmes, les alexandres, parce qu'il me semble que ça fait, je ne suis pas la seule à le dire, ça fait partie du même groupe. Donc à partir du IIIe siècle, jusqu'aux années 190, on a, dans le contexte de la guerre contre Antiochos III, dans la phase orientale, qui culmine à la bataille de Magnésie du Sipil, un certain nombre de frappes d'Alexandre par des cités du koinon. Ce sont des alexandres posthumes, des monnaies de poids attiques, qui sont frappées par un certain nombre de cités, avec quelques marques
discrète. Vous voyez ici un Alexandre attribué à Argos, et vous voyez la harpa ici en symbole, hein, dans la partie gauche du champ. Et puis, il y a également, peut-être frappé au IIIe siècle, probablement, des hémidragmes de poids attiques qui figurent une tête de Zeus, qu'on a souvent identifié comme le Zeus d'Hégione, Zeus Amarios ou Homarios, et au revers, le monogramme identifiant le koinon, Ak, pour Achaïon, dans une couronne. Là, ce sont des petites monnaies, hein, des hémidragmes de poids ou trioboles de poids égénétique. Alors, les zones de circulation sont très différentes, puisque c'est les tétradragmes qui ont été frappés notamment à la fin de la période, à Argos et à Mécène, au moment de la guerre antiochique en Orient, se retrouvent dans des trésors en Orient, en Syrie, en Asie mineure, tandis que les petites monnaies, les hémidragmes, se trouvent dans des trésors plutôt dans la zone égénétique, hein, de circulation, c'est-à-dire la Grèce continentale principalement. Bon, en plus, il y a le butin fait par les Romains au moment de la Troisième guerre de Macédoine. Et puis, deuxième partie du monnayage, disons qu'on date en général des années 195-191, c'est-à-dire à partir de l'unification de l'ensemble du Péloponnèse par le koinon, avec en plus Héraclée Trachinienne, Mégare et d'autres, la création d'un monnayage de plus grande ampleur, en argent et en bronze, où on retrouve le même droit, en gros, mais au revers, le monogramme alphaki est agrémenté d'un certain nombre de marques qui diffèrent selon les ateliers. Donc là, par exemple, vous avez une monnaie de TG, vous voyez les deux lettres initiales de l'ethnique, hein, et puis en bas, une monnaie d'hélice avec le digamma qu'on trouve à hélice, hein, pour l'ethnique, et un foudre. Voilà. Donc vous avez un Pégase pour Corinthe, vous avez des monnaies des Dioscures sur les monnaies de Sparte, etc. Et donc on a un monnayage qui est un peu janiforme, hein, avec des droits qui représentent toujours cette tête de Zeus. Au revers, on a évidemment ce monogramme du koinon, toujours dans une couronne, mais vous avez quand même une empreinte civique sur ce monnayage qui pose question. Et puis il y a également des monnayages à proprement civiques, c'est-à-dire à type civique, qui ont été émis avant, un peu après, peut-être en même temps, dans certains cas, que ces monnaies au type du koinon achéen, et qu'on retrouve associées à ces monnaies du koinon achéen, notamment en argent, dans des trésors qui s'échelonnent assez bas, il y en a même du 1er siècle de notre ère, en dehors du Péloponnèse et également à l'intérieur. Alors je dirais rien des monnaies de bronze, hein, qui ont été étudiées par Jennifer Warren, parce qu'on n'a pas beaucoup avancé les analyses de bronze, donc on parle uniquement de l'argent. Alors, le témoignage de Polybe sur ce monnayage, donc ce gros monnayage, hein, profus, qui a été frappé après l'unification, donc à partir du début du IIe siècle, c'est ce texte très célèbre qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, de Polybe, qui décrit les institutions du koinon achéen, en indiquant qu'il y a des institutions politiques communes, mais qu'il y a aussi, et il en parle, c'est un climat qui est très philosophique, hein, dans ce texte, il associe, c'est très platonicien, très aristotélicien, tout ce que vous voulez, il associe aux institutions politiques la monnaie et les questions des talons. Hein. Donc pour lui, c'est une monnaie, un peu une monnaie unique en fait. Hein. C'est une sorte de dénominateur commun qui est censé être quasiment un monnayage civique finalement. Vous voyez, puisqu'il est question de... Voilà. Alors, dans la fin du texte, il explique que le Péloponnèse tout entier est comme une cité. Hein, voilà. Alors, ce monnayage qui est extrêmement difficile à étudier, parce qu'il est extrêmement profus, beaucoup de séries ne sont pas attribuées. Il a été étudié essentiellement, disons que l'étude de fond, c'est celle de Margaret Thompson, qui est déjà ancienne, hein, dans la publication du Trésor d'Agrignone. Et donc, elle a classé le monnayage en fonction, en fait, des marques d'émission, comme elle l'avait fait pour le monnayage
monnayage stéphanéfort d'Athènes, en différenciant 3 groupes dans ce monnayage. Un premier groupe, donc, elle date des débuts du monnayage, donc ça va jusqu'à la 3e guerre de Macédoine. Un deuxième groupe, donc, émis au nom de 11 cités. On est très loin de l'ensemble des cités du Koinon, près entre 70 et 90 selon les périodes. Le groupe 2, donc, elle situe après, à une période déjà où le conflit avec Rome est sous-jacent. Polybe est déjà en exil à Rome. Et puis le groupe 3, dernier groupe, qu'elle datait, elle, des années de la guerre d'Achaïe, et que depuis un certain congrès à Athènes en 1991, organisé par Athanase Rizakis, certains, dont je fais partie, à la suite de Christophe Boehringer, auraient tendance à dater plus tard, peut-être jusqu'aux années 31 avant notre ère. Alors le groupe 1, donc frappé, vous voyez, dans cet intervalle qui est assez long, vous voyez que les ateliers se répartissent, il y a Mégare, dont on va reparler, mais les ateliers se répartissent surtout, en fait, dans l'est du Péloponnèse. Les ateliers à l'ouest, il y en a 2 qui ont une production importante. Vous avez le nombre de coins de droit attestés dans le trésor d'Agrignone, Patras et Élis, mais pour le reste, l'essentiel des ateliers se trouve dans la zone orientale. Le groupe 2, on change, c'est-à-dire que vous avez beaucoup moins d'ateliers au sud de la région. Mégalopolis a une production tout à fait limitée. En revanche, les choses se passent surtout au nord. Alors, comment expliquer cette répartition géographique des ateliers? Est-ce que c'est à l'initiative des cités que les monnaies étaient frappées? On peut en douter en voyant cette espèce de logique apparente sur le plan géographique. Voilà. Alors, donc, je cède la parole à Maryse. Elle vous parlera uniquement des résultats que nous avons obtenus pour les 2 premiers groupes des monnaies du Koinon. On ne parlera pas aujourd'hui du groupe 3, avec la question de la chronologie, parce qu'on n'a pas terminé encore le travail. Il s'agit donc, comme vous l'aurez compris, d'une étude en cours, alors pour laquelle on peut vous présenter 54 résultats d'analyse qui ont été obtenus par LAICPMS. Et nous avons vu que ces monnaies achéennes des groupes 1 et 2 sont des alliages d'argent-cuivre où la teneur en cuivre varie entre 1 et 15%. Et finalement, l'alliage utilisé dans ces ateliers achéens est de moins bonne qualité que celui qui était utilisé pour les monnaies contemporaines à Athènes. Et on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de distinction notable entre la phase 1, le groupe 1, et le groupe 2. Alors, ce graphique représente les teneurs en cuivre en fonction des teneurs en argent pour tous les ateliers, avec phase 1, donc Koinon achéen 1 et 2, mélangés pour chaque atelier. Ce qui est le plus frappant, ce sont les points verts qui représentent les monnaies de l'atelier de Mégare, puisqu'on voit que ces monnaies sont bien plus riches en cuivre. Elles contiennent entre 7 et, entre 7 et 15% de cuivre. Donc, l'alliage est de moins bonne qualité à Mégare par rapport au reste des cités du Koinon achéen. C'est du cuivre ajouté. Pardon, du cuivre ajouté. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Merci. Et une autre distinction est apparue pour l'alliage de ces monnaies de Mégare, c'est l'approvisionnement métallique. Alors ça, on le voit en examinant les teneurs ici en bismuth en fonction des teneurs en or. Alors Mégare est toujours représenté par des carrés verts et on s'aperçoit que les monnaies de Mégare se distinguent de l'ensemble car elles sont plus riches en bismuth et contiennent moins d'or, alors que les autres monnaies se répartissent indistinctement dans un même nuage. On peut donc en conclure qu'à Mégare, on a utilisé un stock métallique différent de celui des autres ateliers. Donc on peut en tirer des premières hypothèses pour ce Koinon achéen. Donc nous avons vu qu'à Mégare, l'alliage est de moins bonne qualité et qu'il a une signature chimique bien particulière.
faut dire que Médgar a une position géographique tout à fait excentrée par rapport au reste des cités achéennes, et cette cité a été un membre du koinon béotien entre 223 et 192. Peut-être, oui. Catherine, tu veux préciser. Et donc, une des pistes que nous explorons, c'est l'analyse en fait de monnaies béotiennes, pour cette raison, pour voir s'il y a des liens avec l'alliage, des monnaies à type civique de Mégare et des monnaies athéniennes, notamment des stéphanéphores tardives. Voilà. Et bon, ce qui apparaît déjà, en fait, c'est qu'on ne peut pas dire que l'argent utilisé pour les frappes du koinon achéen était préparé de manière centralisée et confié aux ateliers. Il est clair que certains ateliers ne se sont pas gênés, en tout cas l'atelier de Mégare, pour rajouter du cuivre. C'est une hypothèse que j'avais développée jadis dans le supplément du BCH sur la Messénie, c'est-à-dire que l'idée que probablement c'était le produit fini qui était contrôlé, mais que la conformité avec l'étalon était sans doute plus importante que la composition métallique pour ces monnaies achéennes. Alors, maintenant, passons au koinon étolien. Donc, le monnayage au nom des Étoliens, étolone, avec l'ethnique étolone, est attesté à partir, donc, pour le bronze puis l'argent, à partir de la date à peu près des années 330, après Chéronée. Et puis, on a des monnaies d'or à partir au milieu du IIIe siècle. Vous avez pu voir tout à l'heure dans le schéma, l'analyse, les résultats d'analyse de ces monnaies. Nous disposons d'un corpus de ce monnayage étolien grâce aux travaux de Dimitra Tsangari, son livre paru en 2007. Et Dimitra a caractérisé en fait ce monnayage étolien de warrior coinage, en montrant qu'il y avait une adéquation entre les frappes et puis les besoins militaires du koinon. Ce qu'on ignore, en revanche, c'est l'origine du métal, bien sûr, et puis les liens entre ce monnayage et les données disponibles sur l'économie étolienne, les activités pastorales, la piraterie également. Donc tout ça mérite d'être examiné, d'autant que les travaux récents de Granger et Scholten sur les Étoliens n'ont pas beaucoup pris en compte cet aspect-là. Heureusement, Amélie l'a fait dans sa thèse, mais donc c'est des choses qui sont à approfondir. Alors le monnayage du koinon étolien, donc vous avez ces frappes de poids attique en or, avec au revers donc la personnification d'Étolia, également des frappes de poids éginétique en argent, des tétradrachmes. Également en argent de poids attique, mais également didrachmes et drachmes de poids éginétique, avec le plus souvent Étolia ou Étolos sur les didrachmes. Également des hémidrachmes, des trioboles avec Atalante, la tête d'Atalante au droit, le sanglier de Calydon et puis l'épieu, et des monnaies de bronze que nous étudions dans le projet, mais là encore on ne vous en dira rien aujourd'hui parce que les résultats ne sont pas suffisamment, on n'a pas analysé suffisamment de monnaies. Alors voici les premiers résultats que nous avons obtenus pour des monnaies étoliennes, donc 26 monnaies analysées à ce jour. Alors, ce graphique présente la teneur en argent en fonction de la masse des monnaies. Alors on s'aperçoit que majoritairement les monnaies contiennent de l'ordre de 95% d'argent à un peu plus de 98% d'argent, et que c'est dans les plus petites dénominations, c'est-à-dire les trioboles, que les titres sont un petit peu plus bas. Enfin, deuxième grand résultat, donc les teneurs en or et en cuivre et en plomb sont examinées sur ces deux graphiques. Et une série de monnaies se distingue. Elles sont ici à l'intérieur de ces rectangles verts. Alors elles se distinguent tout simplement parce qu'elles contiennent beaucoup moins de cuivre que les autres, sont au contraire plus riches en or et sont particulièrement pauvres en plomb. Et toutes ces monnaies appartiennent à une émission particulière, l'émission numéro 65 du classement de Madame Tsangari.
Le graphique qui vous est projeté reprend donc celui qui a été déjà présenté tout à l'heure. Donc les teneurs en cuivre ont été reportées en fonction des teneurs en argent pour toutes les monnaies du koinon achéen et pour celles du koinon étolien, représentées ici par des losanges gris. Et on s'aperçoit que les monnaies étoliennes, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, étant donné les lieux communs qui circulent sur koinon, ont utilisé un argent qui est plutôt de meilleure aloi, donc qui contient plus d'argent que les monnaies achéennes. Et enfin, donc cette comparaison sur les stocks métalliques d'argent utilisés pour les différents koina est riche d'enseignements. On s'aperçoit que bon nombre de monnaies se retrouvent dans un même ensemble. On n'est pas capable de voir de grandes différences. Et deux groupes se distinguent clairement. D'une part, rappelez-vous, les monnaies frappées à mégarde, ici. Et puis, toujours cette émission 65 de monnaie étolienne. Alors nous avons, grâce à un autre projet qui a été conduit sur des monnaies au nom de Philippe et d'Alexandre, des monnaies en argent, projet d'analyse mené dans le cadre d'Opal, qui s'intégrait dans un plus grand projet mené par la BNF. Nous avons donc quelques éléments de réponse pour cette série 65, puisque la composition en éléments traces or et bismuth correspond fort bien à des monnaies de l'atelier d'Amphipolis, donc des monnaies au nom d'Alexandre et de Philippe. Donc on propose l'hypothèse que les étoliens, pour cette émission particulière, ont refondu des monnaies d'Amphipolis. Alors, une petite synthèse de ces monnaies étoliennes qui apparaissent donc de très bonne qualité, puisqu'elles contiennent plus de 98% d'argent. Bon, le titre est un petit peu plus bas pour les trioboles. Et donc, voilà, ce résultat a creusé pour cette série particulière 65. Voilà, nous vous remercions de votre attention. Ça, c'est Fkalistoum, ouais.